Je m'appelle Mater, je suis née à Paris où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Je suis venue étudier en Croatie, à Zadar, et avec l'aide de 2 amis, je pars à l'aventure au nord de la Dalmatie afin de découvrir les liens entre mes 2 patries, la France et la Croatie. Le centre de la région est Zadar, un vieux village que les Romains ont transformé en ville. C'est Théa qui va m'en dire un peu plus. Quels sont les aspects qui t'intéressent sur la ville ? Alors ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les relations qu'a la Croatie avec la France à travers l'histoire. D'accord, mais avant cela, j'aimerais bien te dire quelques informations en général sur la ville. C'est une ville qui compte à peu près 80 000 habitants, donc c'est ni un village, ni une grande ville, quelque chose entre les deux. C'est une petite ville. C'est une petite ville, les gens se connaissent, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas le rendez-vous pour boire une tasse de café, donc on se rencontre dans la rue. On vit, c'est la ville des cafés, donc on essaye de ne pas travailler du tout et de boire le maximum de café. Et on peut en effet connaître l'histoire de Zadar en buvant 3 cafés. On peut boire un café sur le Forum romain dans la période romaine. On peut boire un café sur la place du peuple de la période de Venise. Et on peut boire un café dans un jardin botanique de la période de François Joseph. Donc on peut connaître l'histoire. En buvant 3 cafés, on peut voyager à travers l'histoire. C'est ça, tout simplement. Et c'est la ville du maraschino, cette liqueur fameuse que les dominicains ont inventée tout d'abord comme médecine. Et plus tard, ils ont vu que le goût n'était pas si mal et c'est devenu la liqueur numéro 1 que même Charles Baudelaire a bu pour l'inspiration pour les fleurs du mal. Napoléon Bonaparte a bu et même dans un roman de Balzac, Zadar est mentionné comme la ville du maraschino. La rive est incontournable, il faut s'y rendre. Hitchcock a dit lui-même que le théâtre du plus beau coucher de soleil se trouve ici, sur cette rive. Certains disent que c'est son amante de Zadar qui lui aurait transmis son amour pour cette rive. Néanmoins, cela vaut vraiment le coup de se promener sur cette rive très large et moderne. Alors c'est ça, les orgues marines ? Oui, c'est ça, c'est l'orchestre de la nature. L'architecte qui les a créés en 2005, c'est Nikola Bašić, c'est l'architecte le plus renommé en ce moment à Zadar. Et il a travaillé ensemble avec un ingénieur d'hydraulique et avec un maître de la musique des orgues. Et ils ont créé l'escalier qui a une longueur de 70 mètres qui se termine là. Et l'escalier est divisé en 7 sections de 10 mètres. Donc ça, c'est par exemple une telle section. Ça nous donne toutes les notes. Sous la section, on a 5 tuyaux. La mer passe par les tuyaux, pousse l'air par les trous qui sont dans le dallage et le son sort par les perforations dans les marches. Donc le même principe comme d'une vraie orgue, sauf qu'ici c'est la nature qui décide. Donc tu as les jours où on n'entend rien du tout. Ça dépend du vent. Ça dépend du vent. Donc des fois c'est si fort que les gens qui habitent la maison à côté ont signé une pétition parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Mais en général, c'est un succès et ça a été placé parmi les 10 lieux les plus romantiques au monde par National Geographic. Et ça, c'est la raison pour laquelle les bateaux croisières accostent à Zadar. Le coucher de soleil est vraiment splendide, mais notre route continue. Nous continuons l'aventure à Stari Grad. Stari Grad est une ville côtière. Son port date déjà de l'Antiquité grâce à Paklanica, qui se trouve entre la mer et l'arrière-pays. Paklanica est aujourd'hui un des parcs nationaux les plus anciens dans cette région d'Europe. Notre visite est très agréable grâce à notre guide au nom original, Nikola Tesla. Notre guide est né en France où il a vécu une trentaine d'années. Lui aussi a en quelque sorte décidé de partir à l'aventure afin de découvrir ses racines.
Tout le long de la visite du canyon, notre guide nous a raconté des anecdotes hors du commun. Pas pour moi parce que je grimpe pas. Oui, Mais bon, mais pour les grimpeurs. j'ai déjà expliqué pourquoi je ne grimpe pas. Parce que les gens ici avaient une activité multiple. Ils étaient bergers, ils étaient agriculteurs, ils étaient meuniers, ils étaient commerçants, puisqu'ils transportaient les vivres des raves nicotari à travers la Velle et Capatunza, jusque dans une région qui est derrière les montagnes, la Lica. Avec toutes les nouvelles technologies à notre disposition aujourd'hui, il est difficile d'imaginer comment les gens vivaient avant, au rythme du galop de leurs chevaux, au rythme de leurs ânes, au rythme de la nature. Sur notre chemin, nous avons pu voir des excréments d'ânes ou de chevaux, nous prouvant ainsi qu'ils sont encore aujourd'hui le seul moyen de transport, mais aussi témoignant de la pureté de cette nature qui nous entoure, encore et toujours respectée par l'homme. Nous nous sommes rendus sur un pont où la grand-mère de notre guide passait jadis. Les femmes traversaient ces ponts en portant jusqu'à 100 kilos de bois par exemple. La vie dans les montagnes était très difficile et éprouvante. Ne vous montrez pas. Yes. Alors, ma grand-mère, elle devait faire ça au moins 2 à 3 fois par semaine. Les gens vivaient en montagne. Il faut s'imaginer que le Dalmate du Velebit, en Dalmatie, il y a 2 cultures. La culture de l'arrière-pays, la culture de la montagne, je dirais même 3 cultures. La culture de la montagne, et puis les gens qui habitent en bord de mer. Paklenica est devenu l'endroit préféré des randonneurs déjà au début du 19e siècle. Aujourd'hui encore, cette tradition continue et accueille un grand nombre d'alpinistes, d'escaladeurs et d'escaladeuses. Anichakuk fait partie des voies d'escalade des plus attractives. La traduction, je crois que c'est pic. Pic, Le d'accord. pic de Anic. Ah, ça me permet de parler de 2 choses. Premièrement, c'est le pic le plus haut dans le canyon. C'est le pic le plus haut Oui. du canyon. Ce n'est pas le pic le plus haut du parc national, bien entendu, mais c'est également la paroi verticale la plus haute. Le pic fait plus de 700 mètres et la paroi, qui est donc une paroi extraordinaire pour les grimpeurs, fait 400 mètres. Mais moi, ça me permet de parler également des gens qui habitaient ici, puisque les toponymes, très souvent, portent des noms de famille. Ouais. C'est ce qu'on avait, Anic, ce n'est plus une famille qui habite ici. Mais nous savons que dans le passé, il y avait des gens qui s'appelaient Anic et qui habitaient ici. Qui habitaient ici. Exactement, Mais ils faisaient comment enfin... ce sont des familles qui disparaissent, D'accord. qui vont ailleurs, qui déménagent. Mais le nom des lieux reste identique. D'accord. Et ça, c'est exceptionnel pour les gens qui s'occupent d'histoire, d'ethnologie, parce qu'ils peuvent en même temps tracer la vie des gens, l'histoire des gens. Moi, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire des gens. C'est pas le fait que le roi, je cite Louis XIV parce que c'est le roi le plus connu en France, ait fait cela ou cela. Ce qui m'intéresse, c'est comment vivent les gens Et à une alors, période donnée. c'est la paroi la plus intéressante, une des parois les plus intéressantes pour les grimpeurs. Alors, intéressante, c'est un terme relatif. C'est intéressant parce qu'elle est haute. Elle est difficile aussi. Difficile. Je sais que les grimpeurs, il y a 2 catégories. Il y a des grimpeurs qui grimpent d'une façon normale, mais il y a également le speed climbing. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est extraordinaire. De nombreuses espèces animales vivent encore au sein de cette nature préservée. Bien que nous soyons arrivés très tôt, nous n'avons rencontré sur notre chemin aucun des vrais locataires de Paklenica. Une des particularités de Paklenica est le vautour fauve. Cet animal résidait ici avant, mais cela fait 10 ans maintenant qu'il a pratiquement disparu. Les derniers habitants de Paklenica aussi ont quitté la région il y a quelques années. L'un ne va pas sans l'autre. L'élevage est un maillon indispensable pour la survie de certaines espèces animales dans cette région. Il faut prendre modèle, peut-être, sur les parcs nationaux italiens ou français, qui ont réussi en fait à faire revenir les habitants et la vie. Je parle notamment du parc naturel, du parc national du Mercantour. Comme j'ai habité à Nice. Vous connaissez bien. Exactement. Il y avait un programme qui a commencé fin des années 60
puisque les montagnes françaises ont été abandonnées bien avant les nôtres. Et ils ont réussi à avoir les premiers retours, les premiers résultats de leur travail 25 ans après. Nous nous rendons vers la Manita Pech. La montée est très éprouvante, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais chaque pas en avant est tout de suite récompensé par une vue à couper le souffle. On est tous heureux d'être partis de bonne heure, car plus le temps passe et plus il fait chaud. Ici fusionnent 3 climats. Le climat méditerranéen, le climat continental et le climat montagnard. Tu les changes régulièrement C'est très serviable. pour éviter d'avoir des torticolis. Et hop, regarde, un petit peu de vent. Et c'est La sec. petite couche, elle est sèche. Et tu tournes comme ça. Et ça, c'est formidable parce que, comme je disais à l'instant, 70% de la sueur descend comme ça, là. Et Oui. hop, Dans le dos. et elle te mouille le dos. Mais c'est pas bon. Alors, dans la grotte, il faut prévoir toujours une petite laine, parce qu'il y fait 10 degrés. 10 degrés, 10 degrés. À la fin de notre chemin se trouve une grotte. Une vraie récompense. On s'empresse d'y rentrer pour se rafraîchir. Nikola Tesla nous a expliqué que ce sont des bergers qui ont découvert la grotte en cherchant de l'eau pour leurs troupeaux. Les anciens leur disaient qu'ils étaient manétés, de s'y rendre, qu'ils étaient en fait fous. Et c'est pourquoi on l'appelle Manita Pech. C'est génial. T'as aimé? C'est génial. Oh là là, il y a tout de suite le choc thermique. Faut tous se déshabiller maintenant. Les bâtons, Il y a une technique spéciale, non, pour Oui. mettre ça. c'est ce qu'on appelle la marche nordique. Ouais. Mais ça aide énormément. Sur le chemin du retour, nous avons été étonnés par le nombre d'escaladeurs. Des familles entières avec des enfants de tout âge. J'ai voulu essayer moi aussi, j'ai donc choisi une piste pour débutants. Un peu compliqué, je dirais. Alors ici, c'est une piste de débutants, mais plein d'alpinistes viennent s'entraîner ici pour l'Himalaya. Voilà, je l'ai fait. Merci beaucoup pour cette magnifique visite, vraiment. C'est moi qui vous remercie de votre attention et de votre intention. Alors on est à côté de la rivière Zermania qui est en fait le plus grand canyon de la Croatie et on va faire du canoë-kayak pour la première fois. Donc voilà, vous verrez nos impressions dans quelques instants. C'était un peu difficile, mais c'est une expérience géniale. Je la conseille à tout le monde, vraiment. C'est vraiment trop bien. C'était vachement bien hier à Zermania. Oui. Là, on refait une grotte, on va visiter, c'est ça? Oui, c'est la grotte Cerovačka. Bonjour. C'est Marine, D'accord. Marin, le guide qui va nous emmener dans les grottes Cerovačke, nous attend. Il nous a expliqué qu'il s'agit d'un complexe spéléologique qui a été découvert lors de la construction d'une voie ferrée au début du XXe siècle. Nous allons visiter la grotte haute et la grotte basse. La basse est d'une longueur de 2400 mètres, mais nous n'allons visiter que 670 mètres. Le reste n'est pas ouvert aux visiteurs. Ici, nous pouvons voir un mariage de pierre. Nous pouvons voir la mariée, le prêtre. Les couleurs sur les murs sont dues aux minéraux. Le calcium est blanc, le magnésium est noir et le fer est rouge. C'est toute une mise en scène, on se parle au théâtre en fait. Nous commençons cette nouvelle journée en visitant Zadar.
nous nous rendons à l'Archive nationale où nous attend le professeur Patrick. Alors, Mathéa, qu'est-ce qui vous intéresse le plus on est dans l'archive? Peut-être voir quelques cartes du 18e, 19e siècle pour voir à peu près les changements. Voilà. Bon, on a quelques-unes. Tout d'abord, voilà une carte du 18e siècle. On peut voir une différence par rapport aux cartes de l'époque napoléonienne. Donc ici, les choses sont moins en détail. Nous pouvons voir une chose très importante, c'est les routes. La France a eu l'idée elle a pensé à long terme. Donc, bien sûr, lorsque vous venez ici, vous pensez que vous allez rester. Mais l'occupation a duré très peu de temps, en fait, de 1806 jusqu'à 1814. Les Français ont développé le premier journal croate, Kralski Dalmati. Aussi, ils ont réussi à avoir une sympathie envers les franciscains. Pour la suite de notre histoire, nous empruntons une route, alors inachevée, du temps de l'occupation française. De l'autre côté, vous avez une fraction franciscaine qui n'était pas d'accord, qui n'aimait pas les Français. Donc là, il y avait cette fraction, et ici à l'intérieur, donc en 1806, il y avait Fra Andrija Dorotić qui n'aimait pas du tout les Français. L'histoire et la politique sont parfois fatigants. C'est pourquoi nous avons décidé de suivre la rivière qui passe juste à côté du monastère. Il s'agit de la rivière Karišnica, qui se jette dans l'estuaire appelé Karinsko. Une fois de plus, il s'agit d'une nature complètement préservée. Le chemin ressemble à une vraie jungle. Heureusement, Zrinka connaît le chemin. Donc, nous sommes à la source d'eau de la rivière Karišnica. C'est très joli, n'est-ce pas? Oui, c'est très beau. Quelquefois, il y a beaucoup de l'eau, particulièrement dans l'hiver et le printemps. C'est à ce niveau. Jusqu'à là? Ah oui, donc c'est carrément en tout. Mais il n'y a personne. Non, il n'y a personne. C'est encore très sauvage. Et c'était quand qu'on utilisait l'eau pour alimenter les moulins Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, d'accord. Cet endroit est une vraie découverte. La nature est sublime. Nous ne cessons de prendre des photos tellement le paysage est à couper le souffle. L'arrière-pays de Zadar, de Bukovica et de Ravnikotari regorge d'endroits peu connus au grand public. Barbara a travaillé au sein d'une agence de tourisme et nous emmène jusqu'à une forteresse sur le chemin vers Benkovac. Il s'agit de la forteresse Klicevica, qui se trouve sur l'unique canyon des Ravnikotari. Les habitants contrôlaient les attaques turques de la forteresse. Nous sommes à Klicevica maintenant. Ici, on a découvert le canon de Leonardo da Vinci. Ah bon? Oui, ici, mais on peut le voir au musée au Benkovac. À la ville de Benkovac, oui. d'accord. À la ville. Nous nous sommes rendus jusqu'au musée de Benkovac, qui se trouve dans la tour Benkovica, pour voir le canon de Leonardo da Vinci. La tour Benkovica doit son nom à la famille qui l'a construite. Benkovac est connu pour sa foire qui a lieu tous les 10 du mois. Les productions écologiques qui mettent en avant la qualité et non pas la quantité sont en essor dans la région. Ce nouveau mode de vie se développe de plus en plus. La gastronomie est très bien, les personnes ici sont très gentilles et très hospitalières. Nous sommes ici invités par monsieur là-bas pour manger un typique dîner de Croatie.
L'arrière-pays de Zadar est vraiment particulier. Cette fois-ci, nous allons nous rendre vers les îles. Nous allons visiter le parc national de Telaščica, qui se trouve sur l'île Dugi Otok et qui fait partie du parc national des îles de Kornati. Nous arrivons à Sali, où nous attend Vedrana. Donc Vedrana, dis-nous quelque chose de la vie ici, à Sali. Oui, c'est la manière de vivre très tranquille et c'est très différent de la vie, dans la ville. Ah. Il y a combien d'habitants ici? Sali a environ 700 habitants. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aller à la plage, on peut prendre un repos à l'Incharnica. Je ne sais pas. C'est quoi l'Incharnica? C'est un lieu réservé aux personnes paresseuses. On y va pour se reposer. Ante Mihic, bibliothécaire local ainsi que professeur de catéchèse, n'est pas tout à fait d'accord avec Vedrana. C'est grâce au culte du lienčarenje, autrement dit le plaisir de ne rien faire, que sont nées les plus grandes œuvres littéraires, philosophiques et artistiques sur la Méditerranée. La créativité est liée au plaisir de ne rien faire. Sans ça, on ne peut pas réveiller notre âme d'artiste. La culture ne peut se développer et la foi non plus. Wow. Avec l'aide de l'employé du parc national, Vedrana nous a emmenés jusqu'à une ancienne station de radar qui est aujourd'hui un des plus beaux points de vue de la région. La vue est magnifique. On se trouve à 180 mètres au-dessus de la mer et nous pouvons contempler en face de nous tout le parc national de Telaščica. Et à l'est, nous pouvons apercevoir une grande partie du parc national de Kornati. Mais en juger par le nombre élevé de bateaux, la beauté du parc national doit être encore plus enchantante vue d'en bas. Alors là, on va un peu visiter le parc national en bateau. Donc on va voir tout ce qu'on a vu d'en haut, d'ici. Et donc ça va être très intéressant de voir justement la hauteur de ces rochers. On se trouve devant une grotte appelée Golubinka. Il y a des chauves-souris à l'intérieur, ce qui prouve à quel point cette nature est préservée et propre et pure, parce que justement les chauves-souris sont des indicateurs d'une nature pure et intouchée et complètement parfaite dans un sens. Et c'est absolument exceptionnel qu'on soit arrivé jusqu'ici parce que c'est très difficile de s'y rendre. Voilà. Donc vous pouvez voir cette beauté exceptionnelle. Alors on se trouve ici un endroit assez spécial où les chercheurs viennent assez souvent vérifier si les phoques méditerranéens ne sont pas revenus. Donc c'est assez incroyable comme endroit, on a un peu l'impression d'avoir une piscine naturelle dans la roche. C'est incroyable. Derrière moi, vous pouvez voir les restes d'une villa rustique. Donc il y a une partie qui est encore sur la terre, au-dessus de la mer, et puis le reste est sous la mer, puisque quand elle a été faite, la hauteur de la mer n'était pas à ce niveau-là, mais elle était beaucoup plus basse. On peut encore voir les restes des fondations sous l'eau, et puis on a encore cette partie-là qui est encore sur la terre.
Maintenant, nous allons visiter le lac Salé. La particularité de cet lac, c'est que l'eau est plus chaude que la mer et aussi le plus salé. Plus chaud et plus salé que la mer. Ouais. Ça s'appelle aussi le lac d'Ajou. Ouais. D'accord. Bon, on y va, on va peut-être se baigner alors. Oula. Nous terminons notre visite par Sali. En attendant notre bateau pour Zadar, nous avons visité la bibliothèque locale avec son dirigeant, Ante Mihic. Bonjour, alors si vous pouviez un peu nous expliquer l'histoire de cette bibliothèque. La bibliothèque a été fondée à Sali en 1905 pendant la période durant laquelle les salles de lecture se développaient de plus en plus en Croatie et surtout en Dalmatie afin d'effacer la germanisation présente au temps de la monarchie austro-hongroise, en incitant ainsi les gens à lire des auteurs croates. Notre but est que chaque membre de cette bibliothèque trouve une partie de soi, son Graal intérieur, trouve un livre qu'il n'a pas pu trouver autre part. C'est ce qui me rend le plus heureux, quand je vois que quelqu'un trouve par hasard un roman qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Je débute mon dernier jour en visitant le musée archéologique de Zadar. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de ces 3 magnifiques sculptures que vous avez exposées ici au musée de Zadar? La professeure Cornelia Giugno nous a montré les sculptures du groupe impérial de Nin. La sculpture de l'empereur Augustin est considérée comme faisant partie des sculptures les plus belles de l'empereur par les experts. Ces statues ont été découvertes au XVIIIe siècle et font partie de la propagande impériale. L'art était utilisé comme un moyen politique. Ici, dans la municipalité de Aenona, ou Nin, Angelo nous attend à Nin. Il est né au Canada, où il a vécu les 25 premières années de sa vie. Il travaille aujourd'hui au sein de l'agence de tourisme de Nin. C'est le roi Branimir. C'était un roi au IXe siècle. C'est grâce à lui que la Croatie a été reconnue en tant que nation par le pape. Et pourquoi ça a une autre couleur là, par exemple ici, le pied? Beaucoup de touristes aiment toucher le bout de son épée et se prendre en photo. Ils touchent aussi son pied en pensant que cela leur portera bonheur. Mais il ne s'agit pas ici de la statue de Gorgoroninski. Seule sa statue à lui porte bonheur. Le directeur du musée archéologique de Nin, Mate Radovic, nous a emmenés jusqu'au temple où ont été découvertes les statues que nous avons vues au musée de Zadar. Ce temple que vous pouvez voir maintenant a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a été construit par la famille Flavien et a probablement été achevé pendant le règne de l'empereur Vespasien. Le temple comprenait 6 colonnes. C'était le temple le plus grand de ce côté de l'Adriatique. Les temples servaient de banque, et comme le sel rapportait beaucoup de fruits, ce n'est pas étonnant que le plus grand temple de ce côté de l'Adriatique se trouve justement à Nin. Une des plus grandes fiertés du musée de Nin sont ses bateaux. Le plus vieux est le Liburn et les plus précieux sont les Kandure, des vieux bateaux croates appartenant à la royauté. Je me trouve sur la plus grande plage de sable de toute la Croatie. La mer est super chaude ici, donc c'est l'endroit où la mer est la plus chaude sur la côte adriatique. Derrière nous, on peut voir un énorme terrain avec plein de boue. Les gens se rendent là-bas justement pour s'enduire de boue parce qu'elle elle est médicamenteuse en fait cette boue. Donc vous pouvez faire des peelings. Elle a des aspects thérapeutiques, donc beaucoup de personnes y viennent qui ont des problèmes de peau, etc.
Moi, vu que hier j'ai attrapé 2 bons gros coups de soleil, je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider de me mettre un peu de la boue sur les bras. On verra le résultat un peu plus tard. Le temps passe très vite. Il faut maintenant partir en direction de Pag. La ville de Pag est superbe. Nous allons à Novalja, qui est un vieux port romain. Nous avons visité le musée de la ville, dans lequel nous avons pu voir le vieil approvisionnement en eau romain, qui est en fait un tunnel creusé dans la montagne afin de ramener l'eau des champs de Novalja. Il fait plus froid ici. Oui, très froid. Nous voilà arrivés à destination, la plage de Zrče. Alors on est venu ici sur cette super belle plage. On n'est pas venu se baigner, on est venu faire la fête parce que ici, comme vous pouvez le voir, on fait la fête pendant 24 heures.